Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur ce mouvement anti-ESG qui sévit toujours outre-Atlantique. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Il faut expliquer un peu, on va pitcher un peu l'histoire. 3 des plus grands gestionnaires d'actifs financiers au monde américain, JP Morgan, State Street et BlackRock. Alors BlackRock, c'est un peu différent, mais on va expliquer, ont annoncé quitter l'organisation que pas tout le monde ne connaît, on va expliquer qui c'est, Climate Action 100+. En gros, c'est une organisation qui milite pour la prise en compte des objectifs climatiques par les entreprises. Pourquoi ces 3 asset managers de référence, il est vrai, américains, géants en tout cas, font machine arrière et se désolidarisent, on va dire, de Climate Action 100+. Je pense que de façon assez concrète, on peut se demander si ce n'est pas un signal fort que la retraite climatique a sonné parmi les gérants d'actifs américains, voire parmi aux États-Unis en général. Et ça, c'est un vrai problème qui est finalement moins sur le devant de la scène, parce qu'on parle beaucoup de la rebataille Trump-Biden, mais pas tellement sur le fond. Quelles conséquences ? Ce retrait, il est assez grave. Pourquoi ? Parce que l'initiative Climate Action 100+, elle a été lancée en 2017 dans ce mouvement dont l'apogée se situe avant le Covid, qui était de se dire le secteur financier tout entier, et bien évidemment ces fleurons américains qui pèsent quand même, BlackRock c'est plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs. Hein. Et premier gestionnaire d'actifs. Voilà, et les autres c'est à peu près pareil. Donc on est sur une force de frappe absolument colossale. Et en tout cas, le dirigeant de BlackRock, Larry Fink, à ce moment-là, portait une parole du capitalisme durable, de la réorientation des flux financiers au bénéfice de la lutte contre le changement climatique. Et ça s'incarnait concrètement dans cette coalition. 700 investisseurs, cette coalition. Voilà, mais c'est surtout les 700 plus gros mondiaux jusque-là. Ouais. Et l'idée, c'était simple, c'était de dire pourquoi 100 plus ? C'est les 100 entreprises mondiales les plus émettrices de gaz à effet de serre. Ouais. Et le pari de la coalition, c'était si on se met tous ensemble pour peser sur ces entreprises, alors elles vont être obligées de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça, il s'était donné 5 ans pour ça. Donc en 2022, première alerte, la coalition dit on n'a pas réussi à atteindre notre but. Donc au mieux, les entreprises ont pris des engagements de neutralité carbone pour la fin du siècle, mais pour l'instant, on n'est pas du tout sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, pétrolier compris, mais on est plus largement sur tous les gros émetteurs. Donc là, cette coalition s'est mise en démarche de dire, face à ça, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit effectivement passer à l'acte, parce que finalement, tous ces grands engagements pompeux et solennels, ça pose un problème. Il y a les paroles, après il y a les actes, c'est ça ? Voilà. Et alors sur les actes, les actes, on les voit. Là, dans ce cas précis, c'est, oula, si ça devient plus sérieux, on se retire, puisqu'on ne veut pas, et juridiquement, vous savez un peu comment ça marche aux États-Unis, si on a pris des engagements et qu'on est poursuivi en justice pour ne pas les avoir tenus, ça peut vous coûter cher. Ce n'est pas forcément le cas en Europe, où on est plus sur des systèmes juridiques différents. Donc là, la peur juridique, la menace des États républicains, à commencer par les gouverneurs du Texas, de la Floride et bien sûr de Trump, fait que là, il y a effectivement une retraite au sens propre du terme, c'est-à-dire on ne prend pas de risque, on ne prend pas d'engagement, et c'est bien pire que ça, puisque quand on analyse, qu'on fait plusieurs rapports récents, l'orientation de leur vote dans les entreprises dont ils détiennent une part significative du capital, vu leur poids général, eh bien, ils votent plutôt pour le management et contre le climat. Donc on a... Quitte à ne pas suivre les recommandations de la coalition. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y avait 2 options finalement. Il y avait l'option de on va essayer de faire mieux, ou l'option de puisque la coalition et nous divergeons, on se retire. Je m'interroge sur le timing, Anne-Catherine. Il paraît qu'il y avait que la coalition devait renforcer ses règles en matière de vote ou de suivi des dossiers, c'est ça en fait aussi ? Alors, globalement... Pourquoi maintenant ? Alors, pourquoi maintenant ? Et ça a commencé, ce mouvement-là, il a commencé il y a presque 1 an. C'est-à-dire que tout ce qui était né, non seulement Climate Action, mais aussi ce qu'on appelle les alliances Net Zero pour neutralité carbone. Donc vous en avez pour chaque métier. Il y a Net Zero Asset Management, Net Zero Banks, Net Zero Asset Owners, Net Zero Insurers. Et donc l'idée de base, c'était quoi ? Comme Climate Action, c'était si on se met tous ensemble, qu'on définit les mêmes règles, alors on va avoir une influence décisive sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne serait-ce que parce que les entreprises auront un message clair, nos actionnaires, dans une majorité d'actionnaires, veulent ça, et donc on va avoir un pouvoir énorme. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où toutes ces initiatives ont dit, alors pour faire ça, voilà les règles du jeu, donc ça veut dire plus financer tel fossile, ça veut dire faire ci, faire ça ou autre chose, et donc là, pour beaucoup, se sont retirés,
en particulier l'initiative neutralité carbone sur les assureurs, elle s'est carrément effondrée puisque la plupart des gros se sont retirés, des gros assureurs. Et aujourd'hui, on assiste à quelque chose qui est assez terrible finalement, puisque ce mouvement-là s'est complètement affaibli. Il est menacé réellement, hein, juridiquement, par des attorneys, des procureurs des États donc, que j'évoquais tout à l'heure. Et du coup, ils ont menacé de dire que ça, c'est une entente. Donc c'est une entente puisque ces gens-là se mettent effectivement ensemble pour dire voilà ce qu'il faut faire pour réduire les émissions de carbone. Donc on va menacer les attaquer. Et qui dit entente dit attaque juridique et dislocation de la dite entente. Donc ils ont pris les devants. Donc on est vraiment sur un mouvement qui va complètement dans le sens inverse, qui est évidemment très très mauvais pour le climat, puisque vous savez que la tendance globale, c'est qu'on continue à émettre des émissions de gaz à effet de serre, donc le budget carbone ne cesse de se réduire. Et ça, c'est ce qui est assez sidérant. Et bon, alors, les choses sont toujours plus complexes, hein, parce que ça, c'est un mouvement, mais il y a toujours un contre-mouvement. Donc, par exemple, le fonds de pension de l'État de New York a dénoncé ce retrait en disant « mais vous êtes suicidaires. Si vous faites ça, vous prenez des risques financiers à moyen long terme colossaux. Parce que le changement climatique reste le risque systémique pour les marchés financiers qui, pour l'instant, n'a pas encore montré toute sa puissance. » Je reviens sur les systèmes de vote. Quand des décisions ont été prises dans le cadre de la coalition Climate Action 100+, je le dis comme Anne-Catherine, les investisseurs, en fait, il faut le savoir, n'étaient pas tenus de voter dans le sens prévu par la coalition. Vous l'avez dit à mot couvert, mais il faut revenir dessus, c'est quand même hyper intéressant. Ouais. Il y a une espèce de double discours, en fait. Oui, et en fait, c'est là où on voit aussi la limite des engagements. C'est-à-dire qu'au début, pour attirer beaucoup de monde, on prend des engagements, j'allais dire, relativement flous. Et effectivement, bien sûr que l'idée, c'est que par nature, si on signe cet engagement-là, on va aligner toutes ces politiques, par exemple de vote, sur l'engagement. Et en fait, 2017-2024, donc là, quelques années sont passées, et au fur et à mesure des études et des analyses, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'orthogonal, même entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ce que font les acteurs financiers, d'où d'ailleurs les campagnes à répétition d'ONG environnementales ciblant les acteurs financiers, en les prenant la main dans le sac et en disant « attendez, si vous signez ces engagements-là, à ce moment-là, vous devez faire pression sur les entreprises et vous devez exercer vos droits de vote dans ce sens-là. » Et donc, du coup, face à ce constat, la position de la coalition, c'était de dire il faut justement durcir nos exigences. Et donc, face à ce dialogue-là, la partie visible de l'iceberg, c'est que les géants de la gestion d'actifs américaine ont décidé de se retirer. Oui, même si pour BlackRock, c'est un peu différent, enfin apparemment, parce que BlackRock adhère toujours à Climate Action. Mais c'est plus son entité américaine. Mais c'est plus l'entité américaine, c'est BlackRock International. C'est plus la division américaine. Ça change quoi? C'est grave, franchement? Alors, ça change en poids, puisque le gros de la gestion d'actifs de BlackRock est plutôt chez BlackRock US. Et puis, c'est une espèce de façon... parce que, alors, la vérité aussi, c'est que BlackRock est devenu l'axe du mal pour toutes les Trumpistes et autres fans de Ron DeSantis ou autres au Texas ou en Floride. C'est-à-dire qu'il y a des attaques ad hominem extrêmement violentes sur Larry Fink. Il y a vraiment des sites appelant... je ne sais pas si vous voyez dans les mouvements complotistes, à un moment, c'était George Soros qui commence à être un peu âgé. Donc là, maintenant, c'est Larry Fink. Mais avec des attaques vraiment personnelles où on peut imaginer qu'à terme, il y a je ne sais quel fou qui aille essayer d'attenter à la vie de Larry Fink. Donc BlackRock est vraiment l'acteur qui est mis sur le devant de la scène. Donc, en même temps, Larry Fink a réellement pris des engagements jusqu'à maintenant. Sa lettre annuelle était toujours en faveur de ce mouvement-là. Donc, il est clair que ça, c'est une idée de se dire, mais je suis quand même toujours conscient du risque climatique, donc je ne me retire pas complètement, à la différence de Vanguard ou State Street qui disent, oula, courage, fuyons. Il y a une position plus intermédiaire qui est de dire, je reste présent, mais avec beaucoup moins de pouvoir, et surtout une position ambiguë qui probablement ne lui est pas... Est-ce que l'ambiguïté est vraiment la meilleure solution face à l'ampleur du combat, à l'urgence climatique? Je ne sais pas. Cette guerre anti-ESG aux États-Unis qui n'est pas nouvelle et qui se poursuit, on va dire que c'est un nouvel épisode. On se dit quoi? On se dit que c'est un coup dur pour l'engagement actionnarial, ou on se dit c'est ce qui se passe aux États-Unis, ça ne préjuge pas, bien au contraire, de ce qui se passe en Europe? Non, c'est ce qui se passe partout en ce moment. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez l'expression backlash. Alors on l'emploie plutôt pour les mouvements féministes et il y a un backlash autour, par exemple, du mouvement MeToo. Mais finalement, c'est exactement pareil sur le climat. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une montée en puissance énorme de l'engagement, de la prise de conscience, de la nécessité de réorienter les flux financiers pour, en gros, essayer de stopper les modèles les plus émetteurs de gaz à effet de serre et puis financer le verdissement de l'économie. Et là, on est dans une phase
où les États-Unis, y compris compte tenu de leur poids sur les marchés financiers, marquent le pas au mieux et au pire reculent. Et la conséquence directe de ça, je vous rappelle que les États-Unis sont le second émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine, qui est quand même l'usine du monde, et que là, il ne s'est rien passé. Ça ne cesse de s'aggraver. Et que la logique qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que ce qui a été adopté en 2015 avec l'accord de Paris, c'est une limite de 2 degrés à la fin du siècle. Ouais. Plus on continue à émettre des gaz à effet de serre, plus cet objectif semble impossible à atteindre. Et si cet objectif n'est pas atteint, c'est effectivement les conséquences d'un monde à 3 ou 4 degrés. La phrase fondatrice du mouvement financier, c'est celle d'Henri Decastre, à l'époque PDG d'AXA, qui dit « un monde à 4 degrés n'est pas assurable oui. ». Mais un monde à 2,5 degrés, probablement pas non plus, hein, on est en train de le voir. Donc il y a un moment où ce qui est très grave dans ce qui se passe en ce moment, c'est ce mouvement de retour de balancier dû en particulier à la guerre en Ukraine et à la bonne santé des fossiles aujourd'hui financières, qui est en fait en train d'avoir des conséquences qui vont être à très court terme, hein, d'aggravation du changement climatique sur lequel on ne pourra pas faire grand-chose pour l'inverser. Il va falloir juste s'adapter. C'est ça le risque. Et c'est vrai que là-dessus, on a une impression de court-termisme absolu en disant oui, bon, Trump a l'air de revenir au pouvoir, donc on prend nos précautions pour avoir l'air aligné sur sa position et ça a des impacts planétaires globaux. Allez, merci beaucoup. Explication signée Anne-Catherine Huisson Traoré, directrice générale de Novetic. Merci Anne-Catherine. Merci David. Et Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.